une nouvelle séance, de la prochaine séance sur les crises géopolitiques. On a deux présentatrices en ligne. En premier, c'est Victoria. Oui. Donc, Victoria Lépina, doctorante en 7e année à l'Université Grenoble-Alpes en France, en études de Russie. Sa thèse porte sur les représentations de la Russie dans les jeux vidéo, facteurs et acteurs de la formation d'images. Si tout ira bien, elle soutiendra sa thèse en décembre de cette année. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Je vais partager ma présentation. Hop. Est-ce que ça marche bien? Oui, oui, ok. Très bien. Bonjour. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement pour l'organisation de ce colloque. Malheureusement, je n'ai pas pu vous joindre sur place, mais c'est quand même un vrai plaisir de vous présenter les premiers résultats de ma recherche, même en ligne. Ce sujet que je vais présenter, il est assez délicat et il peut être assez sensible, mais c'est pour ça, je tiens à vous prévenir que ma présentation contiendra des propos pas très agréables, notamment des discours de haine. Cependant, il me semble important et nécessaire d'en parler et de montrer comment les guerres provoquent des crises, non seulement dans le monde réel, mais aussi dans le monde virtuel. Et donc, pour adoucir aussi l'effet, j'ai ajouté beaucoup de fleurs dans ma présentation. Pour commencer, je vais vous présenter rapidement mon sujet de recherche. Ensuite, nous allons découvrir qui est donc ce joueur russe à Dota 2 et quel impact la guerre en Ukraine a eu sur cette image. Donc, ma thèse porte sur l'image de la Russie et aussi des joueurs russophones, notamment dans les jeux vidéo en ligne comme Dota 2. Donc le but, c'est de comprendre les racines de cette image dont je vais vous présenter et aussi comprendre les acteurs et les facteurs qui contribuent à cette image et comment elle s'évolue. Donc pourquoi Dota? Dota 2, juste pour présenter pour certains qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo donc en ligne de type MOBA où deux équipes de 5 joueurs s'affrontent dans une arène. Et le but est très simple, c'est de détruire la base ennemie. Plus précisément, on appelle ça ancien, mais c'est pas très important. Mais donc, la communauté du jeu est assez importante. En 2021, on comptait environ 8 millions de joueurs par mois. Avant, quelques années avant, il y avait même presque 14 millions de joueurs actifs par mois. Et donc, on peut aussi observer que le scène compétitif et professionnel donc, est assez actif parce que les cagnottes qu'on voit sur le PowerPoint, ils sont quand même assez importantes. Et donc, ce jeu aussi est très populaire parmi les joueurs russophones. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai choisi ce jeu. Comme c'est un jeu très compétitif, la communication reste essentielle pour gagner. Et le plus important est de pouvoir communiquer dans une langue commune. En fait, il existe plusieurs serveurs, mais ils ne sont pas fermés. Et les joueurs peuvent changer librement, donc aller dans n'importe quel serveur qui est proche de chez eux. Et en Europe, il y a 3 serveurs qui sont idéales et qui offrent vraiment les conditions parfaites pour jouer avec un bon ping. Donc, c'est l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est et Russie. Moi, je mène ma recherche sur l'Europe de l'Ouest parce que c'est là qu'il y a un problème qui est appelé un problème russe. En fait, les joueurs russophones, ils arrivent sur ce serveur et au lieu de parler anglais comme tout le monde le fait, ils continuent à parler russe. Et ça crée et ça provoque beaucoup de mécontentement, beaucoup d'énervement chez les joueurs de ce serveur parce que eux, ils parlent anglais. C'est un problème qui est devenu vraiment très connu et populaire. Et même sur les forums, sur les mèmes, il y a plein de blagues sur ce sujet, comme par exemple ce BD qui dit « Je joue à un jeu appelé Dota 2. Le but est simple, vous devez détruire la base ennemie avant qu'ils ne vous apprennent le russe. » Donc, travailler avec les jeux en ligne, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ma méthodologie.
Tout d'abord, il s'agit d'observations participantes pour bien comprendre de quoi il s'agit, quels événements influencent les joueurs et dans la partie. Et ensuite, la partie le plus compliquée, c'est analyse de discours. Donc, c'était un peu problématique pour collecter toutes les données, mais grâce à la base de données ouverte de Dota qui est accessible à tout le monde, et aussi grâce à un magnifique développeur web qui m'a aidé avec l'API de extraire toutes ces données, il a développé aussi un site pour moi pour que je puisse exploiter toutes ces données. Donc on a collectionné pas mal d'interactions, 57 000 de période de 2015 de 2024. Et ensuite, j'ai enquêté aussi, donc j'ai fait quelques enquêtes parmi les joueurs francophones, russophones et anglophones. C'était les questionnaires souvent dans Google Forms, assez ouvertes sur les sujets et la recherche qui m'intéressaient. Et puis, il y avait des entretiens avec quelques développeurs des jeux et avec les joueurs professionnels aussi. Et donc, qui est le joueur russe à Dota sur le serveur de l'Europe de l'Ouest? En fait, la première étape, c'est que souvent, il est considéré comme un élément défaillant. Donc, si vous l'avez dans votre équipe, souvent, vous allez dire, bah bon, c'est bon, on a perdu. Il n'y a plus rien à faire, on peut quitter le parti tout de suite. Ensuite, ils sont considérés comme impulsifs, donc colériques, qui ne peuvent pas vraiment se contrôler et contrôler ses émotions. Ce qui les amène à insulter, à crier dans les micros et nuire délibérément à son équipe. Souvent, cette partie-là, elle est attachée à un certain jeune âge. Donc souvent, on peut dire, ah ben voilà, ce sont les Russes, mais ce sont les écoliers ou ce sont les étudiants, les petits. Donc il y a aussi cette notion. Et bien sûr, il peut être considéré comme hacker ou tricheur. Et signature, il parle russe tout le temps, souvent pour insulter, jamais pour dire quoi que ce soit utile ou important. C'est souvent considéré, si on voit le cyrillique, ce seront des insultes. Donc on peut voir cette image, elle s'est construite progressivement, et non seulement à cause d'expériences négatives de jeu avec des joueurs russophones, mais aussi sous l'influence de l'histoire, de la géopolitique, parfois des contextes socio-culturels et socio-économiques en Russie, par exemple. Et donc, ce que moi j'ai vu à Dota, c'est qu'on peut voir deux types d'images. Ça veut dire que une première représentation, on va dire, alors, il est russe, ce joueur est russe, parce qu'il parle russe. Sauf que pas qu'en Russie, on parle le russe. On parle le russe aussi en Biélorussie, en Ukraine, au Kazakhstan et d'autres pays post-soviétiques. Et en fait, c'est plutôt, on voit le cyrillique, on pense directement que c'est un russe et il est méchant, il nous insulte. Parce que les joueurs non russophones, ils ne distinguent pas les nuances linguistiques entre les langues slaves. Et une autre chose, il est russe, donc parce qu'il se comporte d'une façon particulière. Et en fait, dans ce cas, n'importe qui peut devenir russe, même pas besoin de parler russe. Donc c'est basé vraiment sur le comportement. Donc imaginez, vous parlez une autre langue que l'anglais, ou vous avez mal joué, ou vous vous êtes énervé, vous avez fait une erreur. Vous pouvez vraiment devenir russe dans ce cas-là. Donc, parmi les exemples, je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples, mais sur cette interaction, on le voit bien. On dit enlever la pause. Ah oui, comment gagner à la manière russe? Enlever la pause sans entendre notre joueur. Russe, mais je ne suis pas russe, cher monsieur. Eh bien, enlever la pause pour gagner, c'est le style russe. Donc, ça fait de toi un russe. Donc, on voit vraiment cette catégorisation, cet étiquetage sur les joueurs qui ne correspondent pas aussi aux normes du jeu. Et le fait d'être russe provoque également des réactions hostiles, comme des insultes. Donc je vais un peu passer vite cette partie linguistique. Donc ça peut aller un peu violemment, et on a même certains insultes qui étaient inventés pour traiter les joueurs russophones, comme par exemple ici, la combinaison de russe et attardé. Donc ça va donner cette insulte qui est souvent utilisée. Ensuite, ça va mener aussi à une sorte de déshumanisation. Par exemple, on va voir que la langue russe est souvent traitée comme une langue animale,
comme sous homme ou comme même une maladie génétique. Et malheureusement, ça va aussi mener au discours vraiment très, très haineux qu'on observe, enfin, on observait assez souvent, même avant la guerre en Ukraine. Et donc, parlons maintenant justement de ces changements qui ont eu lieu avec la guerre en Ukraine, tout d'abord dans l'industrie des jeux vidéo et puis dans le cadre de Dota 2. Donc, en Ukraine, on voit que plusieurs studios de développement des jeux vidéo continuent leur travail, donc malgré les bombardements, malgré le fait que certains sont partis défendre leur pays ou malgré le fait qu'ils ont juste été obligés de quitter leur pays. Comme exemple, donc parmi les grands studios, on peut citer donc le jeu qui a été développé en 2024, Stalker 2, donc qui est assez connu. Mais par rapport aux premiers studios de développement indépendants, ils se sont plus vraiment se concentrer sur ce sujet de guerre qui est toujours d'ailleurs en cours. Donc par exemple, dans le premier jeu, on va voir que c'est un roman graphique qui partage les vraies histoires vécues par des civils durant cette guerre. Et les deux autres, ils sont un peu plus agressifs, on va dire, parce qu'ils invitent les joueurs à se battre virtuellement contre les envahisseurs russes, qui ne sont pas souvent présentés sous une belle image, ce qui est aussi compréhensible. Mais de plus, ils ont déclaré, par exemple, le premier jeu, Death from Above, que 30% de leurs bénéfices, ils contribuent aux associations militaires ukrainiennes pour les soutenir en défense de leur pays. Et donc, qu'est-ce qui se passe du côté russe? Du côté russe, les sanctions ont apporté beaucoup de changements. Donc, des entreprises occidentales ont pris des mesures contre la Russie, mais aussi la Biélorussie. Et donc, certains ont arrêté de vendre leurs jeux sur ces territoires. Ou par exemple, aussi un autre cas, c'est Electronic Arts qui ont décidé d'interdire aux joueurs professionnels russes et biélorusses de participer dans leurs tournois. Ensuite, concernant les développeurs des jeux vidéo russes, beaucoup d'entre eux ont quitté leur pays pour pouvoir continuer leur travail, comme par exemple les studios Manfish ou Oddmeter. Tout d'abord à cause des sanctions économiques, mais aussi parce qu'ils sont contre la guerre. Et le plus intéressant, c'est le gouvernement russe. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont décidé d'investir dans les jeux vidéo patriotiques pour justement se battre contre l'influence occidentale qu'ils considèrent comme néfaste et les valeurs qu'ils considèrent destructives. Et donc, on a des exemples comme le jeu Temps Trouble qui est sorti, pareil, en 2024, qui propose aux joueurs de plonger dans le XVIe siècle en Russie et se battre contre les envahisseurs polonais et suédois. Mais l'exemple le plus intéressant, c'est Squad 22, qui est vraiment sorti il y a quelques jours en plus. Et ça, c'est un jeu stratégique et tactique qui est entièrement financé aussi par le gouvernement. Et donc, elle justifie en quelque sorte son invasion en Ukraine parce que les actions se déroulent donc en 2014 et 2022-24 et glorifie les soldats russes. Et le but, c'est de faire plein de missions stratégiques et tactiques et mener toutes ces missions en Ukraine. Et donc, en plus, ce qui est le plus intéressant, c'est que le jeu est officiellement recommandé par l'armée russe et le ministère de Défense comme manuel tactique d'infanterie de base pour la formation des cadets et des membres de mouvement Yun Army. Et c'est un mouvement public russe pour les enfants et les jeunes avec le but de les mobiliser et préparer militairement. Donc ces exemples vont nous montrer, et ça c'est une question que je me pose un peu, mais peut-être c'est un peu tôt d'en parler, mais quand même j'avais envie d'en parler. On peut se poser la question si le jeu vidéo, maintenant, il redevient en quelque sorte de nouveau un outil de guerre, parce que d'un côté, on voit la propagande patriotique qui se mène, donc c'est vraiment un jeu vidéo devient un instrument,
En plus, donc, on a le financement qui, au final, finance la guerre avec les achats de certains jeux. Et en plus, durant les campagnes de recrutement, par exemple en Russie, euh, euh, les jeux vidéo, par exemple, enfin surtout les compétences dans les jeux vidéo étaient très recherchées pour embaucher les pilotes des drones. Donc c'était vraiment une campagne qui était autour, voilà, si vous jouez aux jeux vidéo, surtout aux simulateurs de vol, vous serez très utile dans l'armée. Voilà. Et si on revient à l'identité et la crise, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc de deux côtés, on peut voir des choses similaires mais légèrement différentes. Donc de côté ukrainien, on voit très fort un renforcement de l'identité ukrainienne, donc du patriotisme, de la prioritisation de la langue ukrainienne. Par exemple dans les choix de doublage des jeux vidéo ou par exemple dans les sports, quand il y a de nombreux commentateurs vont refuser de parler russe, mais ils vont prioriser vraiment faire toute leur diffusion en ukrainien. Concernant les Russes, donc on voit aussi cet renforcement de l'identité patriotique russe avec une énorme contribution du gouvernement russe avec sa propagande, mais aussi on peut avoir une crise identitaire de ceux qui ne sont pas d'accord avec toute cette situation. Et donc, Dota 2 et son monde virtuel, il reflète cette guerre à travers les conflits entre les joueurs. Donc, cette image dont on a parlé, donc joueur russe, elle a commencé à se déconstruire en 2022, tout simplement parce que les joueurs ukrainiens, ils ne voulaient plus en faire partie. Et en fait, ils le prenaient vraiment mal que quelqu'un les traite en tant que Russes. Et ils ont fait plusieurs actions, même si c'est pas forcément volontaire et involontaire, ça on ne peut pas le savoir. Mais leur résistance à Dota, souvent, c'était exprimée par la langue ukrainienne. Par exemple, ici, dans cet exemple, on a le premier exemple, donc des premières lignes en vert, c'est le joueur russe qui dit, donc ogre à ta place, je vendrai tout sauf l'amulette. Et le joueur en rouge ukrainien qui répond, va te faire foutre fils de clochard, je ne comprends pas ta putain de langue. Deuxièmement, donc à part cette petite tension et on va voir beaucoup plus la langue ukrainienne présente dans les chats, il y avait vraiment beaucoup de slogans et les messages propagandistes en 2022. Donc, pas uniquement de la part des joueurs, par exemple, ukrainiens, mais aussi de ceux qui voulaient les soutenir. Donc, il y avait plein de messages de type gloire à l'Ukraine, libérer l'Ukraine. Des côtés des joueurs russes, nous avons remarqué un peu le même comportement où on vivait vive la Russie, vive le monde russe. Mais aussi, on a vu beaucoup de haine et beaucoup de tensions entre les deux. Donc, comme par exemple les Russes qui écrivaient mort aux Ukrainiens et les Ukrainiens disaient exactement la même chose. Cette hostilité se manifestait également à travers les pseudonymes et les photos de profil. Les joueurs ukrainiens, ils mettaient donc des photos de drapeaux ukrainiens comme symbole de leur identité et la résistance, et les pseudonymes aussi. Donc, je viens d'Ukraine, la Crimée, c'est l'Ukraine. Et il y avait beaucoup, vraiment une vague énorme des pseudonymes pour dénigrer les Russes, comme par exemple porc russe, rends-toi, je mange les enfants russes, Dieu merci, je ne suis pas russe, tous les Russes doivent mourir, et ce genre de choses. De côté de la Russie, on voit la situation assez identique, assez patriotique, donc les drapeaux russes, la fameuse lettre Z qui représente la victoire potentielle pour cette guerre. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rappeler que Steam, c'est une plateforme qui fonctionne toujours en Russie, malgré les sanctions, et c'est une plateforme qui n'est pas contrôlée par le gouvernement russe. Donc, beaucoup de Russes ont trouvé une façon de l'utiliser pour protester contre cette guerre. Et donc, on va aussi voir beaucoup de pseudonymes qui disent non à la guerre ou toutes sortes d'images de Poutine. Oui, et les images contre Poutine. OK. Donc, aussi, ce qui est assez intéressant dans mes
enquête avec les joueurs ukrainiens, par exemple, et j'ai remarqué que même verbalement, ils essaient de se dissocier de ces stéréotypes de joueurs russes. Comme par exemple, euh, pour de nombreux joueurs ukrainiens, il est désagréable de jouer avec des Russes, non seulement en raison de leur comportement typique dans le jeu, mais aussi pour les raisons politiques. Donc vraiment, on voit que avant, ça les dérangeait pas tant que ça être traités comme en russe. Ils faisaient partie de cette image des joueurs russophones qui étaient étiquetés comme russes, mais maintenant, ils se rendent conscience que non, c'est plus possible. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, alors, et les joueurs non russophones à Dota. Donc, ils se sont retrouvés dans ce conflit où vraiment la bataille à Dota est devenue aussi un plateau un peu de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, qu'est-ce qui se passe chez eux? Donc, beaucoup de joueurs m'ont avoué que c'était en fait cette guerre en Ukraine leur a offert vraiment un prétexte supplémentaire pour offenser et insulter les Russes. Comme le souligne un des participants, donc il est maintenant plus facile d'être toxique envers eux. Et la présence des joueurs russes, ou juste de cyrillique, ou juste un pseudonyme en cyrillique, euh, induit une augmentation, mais vraiment considérable, des insultes et de la violence verbale, et aussi incluant des souhaits de leur mort. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré ce soutien absolu des Ukrainiens, la perception elle-même du joueur russe n'a pas nécessairement évolué. D'une part, parce que les joueurs non russophones ne distinguent toujours pas la langue russe de la langue ukrainienne. Et puis d'autre part, ils ignorent que certains joueurs ukrainiens continuent à parler la langue russe. Donc c'est assez difficile et donc il y a beaucoup d'Ukrainiens continuent à se faire traiter comme des Russes. Et donc pour finir, en 2023, j'ai posé la question pour les joueurs de serveurs de l'Europe de l'Ouest. Donc qui est pour vous un joueur russe? Pour voir si cette image elle est un peu changée. Et en fait, les joueurs ont exprimé à l'unanimité que c'est un joueur quand même russophone. Donc pour eux, le joueur russe, c'est quelqu'un qui parle russe. Donc ni plus ni moins. Cependant, on observe quelques réponses qui nous montrent qu'ils sont un peu plus conscients sur le fait que les joueurs qu'ils traitent comme russes peuvent être en fait ukrainiens ou biélorusses aussi. Euh, donc, pour expliquer ça, je n'ai pas encore beaucoup de réponses, mais on peut essayer d'expliquer en pensant aux chercheurs comme Goffman ou Bolding, selon lesquels il est très 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 difficile de déconstruire une représentation ou un stéréotype figé qui en plus se construisait pendant les années et des années. Et peut-être surtout dans le monde virtuel, c'est encore plus dur où il y a l'identité des joueurs, peut-être n'est pas forcément relevée parfois, et peut-être il peut rester très vague, et même parfois il n'a pas du tout d'importance. Mais la crise, il existe quand même. Merci pour votre attention. Voilà. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'interrogeais en vous écoutant sur un petit côté, on va dire, sur votre posture de recherche d'un point de vue méthodologique, parce qu'on sait très bien quand on travaille sur des sujets qui peuvent être sensibles, ou tout simplement sur des sujets patients aussi. Des fois, il est difficile en tant que chercheur d'avoir cet aller-retour entre, par exemple, la réflexion qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet, et puis de garder, on va dire, prendre cette distanciation qu'il peut y avoir entre le sujet et puis le chercheur, en fait. Et je m'interrogeais donc sur votre méthodologie pour justement garder cette distanciation entre le sujet et puis la personne. Voilà. C'est une question très importante, mais je ne sais pas si je veux pouvoir répondre vraiment à cette question parce que
c'est vrai que ma recherche m'affecte beaucoup. Mais d'un côté, peut-être, il est intéressant de garder ça en tête aussi que, en fait, même si moi je suis russe, cette identité en moi, enfin, je veux dire, d'un côté, ça aide de se positionner sur les questions, les mêmes questions en fait. Donc d'un côté ça aide, d'un côté ça peut empêcher, mais oui, c'est très important de se avoir la distance, mais je pense pas que je vais pouvoir répondre à la question de point de vue méthodologique parce qu'en fait, j'essaie de garder ma tête froide et analyser ça comme bah, des joueurs. Et parfois, je suis aussi une joueuse et mon identité, elle n'est pas si importante parfois dans la communication. Enfin, je sais pas si je raconte, enfin, si je réponds bien. C'est parce qu'en fait, justement, je me dis des fois, on peut se retrouver sur des sujets comme quand on traite de la mort ou autre chose, sur des sujets qui vont être violents, où il faut accepter. Et je me dis, des fois, d'un point de vue méthodologique, on peut peut-être s'appuyer juste sur une grille en termes d'analyse ou autre chose, ce qui permet aussi cette distanciation en se disant, bon, bah, des fois, je vais être juste dans le technique, juste pour pouvoir respirer par rapport à un sujet qui est quand même assez beau pour le porteur de la recherche. Et je vous en félicite parce que j'imagine à quel point, en tout cas, ça doit être compliqué pour vous de travailler sur un tel sujet. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres interventions? Oui, Émile. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, je me demandais, vous avez noté justement les relations entre, par exemple, les personnes qui parlaient russe, les Ukrainiens et ainsi de suite. Je me demandais, est-ce que vous avez aussi noté des conflits face à différentes identités qui dépassent la nationalité entre les personnes qui parlent russe? Ou est-ce que c'est principalement des conflits au niveau de l'identité nationale des gens, les conflits que vous avez repérés? Je ne sais pas si à quel point une question est floue. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je demandais en fait si dans les conflits que vous avez repéré des conflits aussi entre les personnes qui s'identifiaient à la nation russe, mais par rapport à des choses qui dépassent leur nation, justement, comme par exemple aux identités de genre, orientation et ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y avait aussi des conflits face à la langue, mais au sein même du groupe qui utilisait cette langue-ci? Ce conflit, par exemple, au niveau, oui, de genre, c'est très délicat parce que, enfin, en Russie, il y a beaucoup de lois qui maintenant interdit en fait la liberté un peu d'expression de son orientation, dans le sens que, par exemple, LGBT+ est considéré comme une bah, organisation tout simplement extrémiste. Donc moi, je sais pas au niveau de mon corpus ou des réponses avec les joueurs, je peux pas répondre trop à cette question, je ne sais pas, mais peut-être il y a ce genre de choses de crise également. Et puis l'autre partie de votre question, pardon, c'est le son qui me cache un peu l'écoute. L'autre partie, là, je me rapproche peut-être à la limite, sauf pour les personnes qui parlent vraiment fort. L'autre partie de la question, justement, en fait, c'est par rapport, si on sort de ça, c'est plus par rapport à, vous avez noté qu'il y avait justement des Russes qui étaient pro-Russie, mais il y avait aussi d'autres Russes à partir de la plateforme Steam qui avaient plutôt montré leur mécontentement. Est-ce que c'est des discussions entre ces deux groupes de personnes-là de la même nation que vous avez noté aussi? Est-ce que vous avez aussi entre ces deux groupes-là dans vos temps? Oui, oui, oui. À Dota, c'est visible, mais pour l'instant, j'ai pas encore je me suis pas trop concentrée encore sur cette partie, mais il y a quand même, on le voit très bien qu'il y a bah, des Russes, voilà, qui soutiennent la guerre et qui sont très dans le patriotisme. On voit qu'il y a une opposition aussi assez forte à Dota qui est présentée. Donc ça, oui, mais là, j'ai pas vraiment d'exemple, mais c'est une très bonne remarque, enfin, et question. Merci. Merci beaucoup.
FX alimente Vivien. Oui. Merci pour la présentation. Question plus exploratoire. Je ne sais pas exactement ce que tu as vu comme corpus. Est-ce que, au-delà des discussions qui avaient l'air quand même d'être vraiment très interpersonnelles, des chats, des choses d'un style, est-ce qu'il y avait des choses plus systémiques, je vais dire, sur style, notamment, je pense, par exemple, des groupes de curation, des listes établies par des gens pour voir quel jeu pouvait être joué par les Russes ou était détesté par les Russes ou pro-ukrainien, des choses d'un style. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire un groupe véritablement ou est-ce que c'est purement un cliché qui court et qui apprenne des rapports? Ouais. Très bonne question. Donc déjà, il y a à Dota, on a la possibilité de créer une sorte de groupe. Donc il y a plein de groupes qui vont se séparer et diviser. Là, on est pro-russe, là, on est pro-ukrainien, etc. Sur Steam, bah, on a surtout des conversations de type bah, il faut bannir les Russes de Dota et créer par exemple le serveur ukrainien pour qu'on arrête de jouer avec les Russes, ce genre de choses. Au niveau des jeux, j'ai pas vraiment vu des groupes et des listes, mais il y avait pas mal de scandales, par exemple avec le jeu qui est Atomic Heart. Justement, les développeurs de ce jeu, ils sont quitté la Russie et ils ont dit bah nous on est contre la violence, on fait le jeu et on n'est pas russe, on est une studio maintenant qui est basée au Chypre. Sauf que leurs origines, elles sont toujours très connues et leur jeu, ils portent sur la version alternative de l'URSS. Ce qui a provoqué beaucoup de choses en disant, bah voilà, ce jeu peut-être est financé par le gouvernement aussi. Donc, il y avait les Ukrainiens qui disaient, non, on va arrêter, achetez pas ce jeu parce qu'elle va financer, par exemple, euh, bah, la guerre de côté russe. Donc, il y a beaucoup de ce genre de choses qui se passent actuellement. Mais c'est une bonne question à voir si sur Steam il y a plus vraiment de groupes qui sont créés sur ce sujet. Merci. Bonjour, merci pour la présentation qui est vraiment très intéressante. Alors déjà, c'est très fascinant de voir comment la perception, c'est aussi une affaire de jeu et comment on a des biais finalement qu'on traîne avec nous, dont il faut se défaire forcément. Mais par exemple, jouer contre un Russe aux échecs en ligne est très différent de jouer contre un Russe sur Counter-Strike. On a aussi des stéréotypes attachés aux Russes dépendamment des jeux. Et sinon, j'imagine qu'il y a forcément beaucoup de négociations, de processus de réappropriation de l'identité russe ou autre pour les personnes russophones. Et j'imagine qu'il y en a qui s'en cachent, d'autres qui le revendiquent et tout ça. Mais est-ce que vous avez observé des personnes qui étaient, en tout cas des outsiders en fait, qui vont se faire passer pour des Russes ou pour des Ukrainiens et qui vont être un peu des faiseurs de troubles et qui vont essayer un peu de semer la zizanie parce qu'il y a beaucoup de trolls en ligne. Donc, C'est une très bonne question aussi. Mais c'est assez dur de le voir malheureusement. Donc vraiment dans les jeux vidéo, c'est surtout à Dota quand on joue, c'est assez difficile de le sentir. Déjà, tout est un peu flou parce que même pas tout le monde met par exemple son origine, véritable origine sur Steam. Donc parfois c'est juste la langue, les groupes où il est, son nombre des amis qui peuvent nous indiquer un peu d'où il provient. Mais ça serait vraiment intéressant de pouvoir répondre à cette question et le savoir aussi. Mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est très possible, en tout cas d'après ce que j'ai vu à Dota. merci. Bonjour, d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport à Dota. Est-ce que Dota, c'est l'instigateur de ce mouvement-là du Rust Start ou est-ce que ça vient d'ailleurs puis ça a été apporté ou par rapport à ça? Est-ce que c'est justement un milieu où ça a commencé ou ça a plus suivi un mouvement, une vague venant d'ailleurs? Je pense que c'est plutôt un mouvement de Counter-Strike. Parce qu'en fait, toute cette vague vraiment un peu de stéréotypes de joueurs russes, elle commence être vraiment très visible avec Counter-Strike parce que c'était un jeu qui était pareil très apprécié et beaucoup joué enfin, dans les pays post-soviétiques, en Russie, Ukraine, etc. Donc je pense que c'est une influence qui est venue à Dota. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on... Ouais. On enchaîne avec la prochaine présentation. Merci encore. Merci à vous.